Sprint final dans les négociations entre Ottawa et Washington. Et pendant ce temps, Christine Fréchette a convoqué une autre cellule de crise. Le Québec a déjà suffisamment eu d'impact des tarifs. Il faut voir qu'on est l'endroit au Canada qui a subi le plus grand nombre de pertes d'emplois. Aussi, ce soir, victime de la plus longue erreur judiciaire au Québec, Claude Paquet, accusé à tort d'avoir commis un double meurtre en 1983, va recevoir une indemnisation de 20 millions de dollars. En fait, c'est plus qu'une erreur, c'est vraiment une vie qui a été volée. Et l'influenceur Julien Duguay, alias Médusa, est dans l'eau chaude. C'est pas la fin pour nous, c'est pas si grave que ça. Rolex l'accuse d'avoir vendu de fausses montres. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde, bon vendredi soir. L'optimisme du début de la semaine concernant une entente avec les Américains semble faire place à l'incertitude. Le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis a mentionné aujourd'hui que les progrès dans les négociations ne sont pas significatifs. Dominique Leblanc a fait le point avec les provinces plus tôt. Et du côté de Montréal, il y a Christine Fréchette qui a présidé une deuxième cellule de crise avec des acteurs importants du milieu agricole. L'industrie qui s'inquiète de l'impact des tarifs sur la gestion de l'offre. Juliette Poirot. Pour nous, c'est incontournable de préserver la gestion de l'offre. Étant donné que les négociations concernant l'ACEUM ne conviennent pas à Donald Trump, il menace le Canada de nouveaux tarifs dès la semaine prochaine. Donald Trump souhaite ouvrir davantage le marché agricole dans l'objectif d'augmenter les exportations de produits américains, dont les produits laitiers. C'est un secteur économique à part entière. Il faut voir l'importance que ça occupe, ne serait-ce qu'au Québec, la production laitière, on parle de 4000 fermes. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. On parle de 37 de la production canadienne laitière. On parle de 35 également de la production des livraisons manufacturières de biens, de produits laitiers. C'est énorme. Le Québec peut faire des compromis à la condition que le Québec se fasse proposer qu'est-ce qu'il devrait faire comme compromis ou pas. Là, on a un centralisateur économique comme Mark Carney qui dit « Moi, je vais décider qu'est-ce qui est l'objet de compromis ou pas. » Les concessions, il a été fait en 2018. C'était 3,9 D'ailleurs, il y a eu l'augmentation de croissance de 150 au niveau de l'accès au marché. Alors donc, ils sont déjà là, c'est déjà dans l'ACEUM. On ne peut pas à chaque fois augmenter ces niveaux-là parce qu'on se met à risque au niveau de notre système et au niveau des entreprises agricoles. La gestion de l'offre, c'est un système canadien qui permet depuis 60 ans d'assurer un approvisionnement local stable à un prix encadré. C'est un système très important pour tous les producteurs agricoles de partout au pays, dont au Québec. On produit exactement ce que les Canadiens ont besoin. Fait que ça évite que nous autres, on fasse de la surproduction puis qu'on se nuise entre producteurs agricoles. L'idée en arrière de ça, c'est que on ne veut pas faire d'exportation, mais si on fait des importations, on vient tout débalancer le système. Mais quand tu es capable de le produire chez vous, c'est de la souveraineté alimentaire. Puis à une époque où on a des voisins qui étaient nos alliés dans le temps, puis qu'aujourd'hui, on ne sait plus sur quel pied danser, pour quelle raison on lui permettrait d'envoyer de l'alimentation chez nous, des produits agricoles chez nous, tandis que nous autres, on dévitaliserait notre production agricole. Un coup que c'est bien dévitalisé, que les producteurs agricoles ici, ils ont tous crevé parce que le prix n'a pas été soutenu par la gestion de l'offre, bien après, on va être dépendant des Américains. Et tous les autres pays, de plus en plus, parlent d'autonomie et de sécurité alimentaire. Et la gestion de l'offre, eh bien, ça répond à ces attentes-là sur l'autonomie alimentaire, sécurité alimentaire et sur la façon que les produits aussi sont faits. Les négociations concernant l'ACEUM se poursuivent. En attendant, les producteurs agricoles continuent de défendre coûte que coûte la gestion de l'offre. À Sainte-Anne-des-Plaines, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Et je poursuis la discussion avec notre chroniqueur Victor Henriquez. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Sabrina. Bon, d'abord, je le disais d'entrée de jeu, vraiment, là, au début de la semaine, on avait l'impression que les gens étaient optimistes, qu'on semblait avoir une entente, mais là, c'est plus très, très le cas. C'est une espèce de yo-yo émotionnel continue, cette question des négociations. Et oui, au début de semaine, on semblait avoir même des rumeurs d'un dépôt d'une proposition lundi à Donald Trump. Il semblerait qu'on n'est plus là. En même temps, Dominique Leblanc est encore à Washington. Et ça reste un indicateur. À partir du moment où est-ce que
le négociateur reste en ville, le ministre reste là-bas. Ça veut dire qu'il y a encore des discussions qui peuvent avoir lieu. Et bien sûr, il y a des discussions à Washington. Il y en avait également du côté de Montréal. Il y en a eu hier et aujourd'hui avec Christine Fréchette. Et elle a lancé comme un message clair à Ottawa sur la gestion de l'offre. Tout à fait. Et ça, là-dessus, Ottawa le sait très bien, c'est non négociable. Il y a eu une ouverture, comme l'expliquait le président de l'UPA, à 3,9 et là-dessus, on ne bougera pas plus. Donc, si Mark Carney décide d'aller plus loin, ça veut dire aussi qu'il ira contre la volonté du Québec, contre la volonté des producteurs, contre même une loi qui a été adoptée au Parlement fédéral qui indique que la gestion de l'offre doit être protégée. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on en discute qu'on va la remettre en question, mais j'espère que ce sera le cas parce que ça pourrait faire extrêmement mal à l'économie québécoise. Parce qu'au Québec, notamment, on parle de 4000 fermes. C'est une question vraiment de souveraineté alimentaire. Puis on les a vus, les producteurs laitiers, en arrière de la première ministre. C'est quoi le message qu'on a voulu lancer avec ça aujourd'hui? Du côté de la première ministre et des producteurs laitiers, on a voulu montrer un front commun québécois et que le premier ministre Carney ainsi que son équipe de négociation comprennent qu'au Québec, ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de producteurs qui se tiennent avec le politique là-dessus. D'ailleurs, c'est les petites fermes qu'il faut protéger au Québec. Et on le sait, l'économie québécoise est basée sur des petites entreprises, des moyennes entreprises. Alors oui, tout à fait, c'est un front commun qu'on voit ici sur la question de la gestion de l'offre. Et malgré tout ça, là, quand même, aujourd'hui, Bernard Drinville a dit qu'on était loin d'une entente. Quand on parlait d'optimisme en début de semaine, il commence à s'amenuire. C'est quand même assez... En même temps, tu sais, Sabrina, on a déjà dit qu'on était proche d'une entente. On s'est pas rendu. Là, on dit qu'on est loin. Est-ce qu'on va se rendre? Finalement, ce qu'on comprend dans cette négociation avec Donald Trump et son administration, c'est qu'on joue au yo-yo et même lorsqu'on pense qu'on est avancé, on finit par reculer. Moi, je vous avoue que j'ai commencé à avoir de la misère à faire des prédictions. Vraiment. Et quand on parle de yo-yo, là, aujourd'hui, Jamison Greer, qui est le responsable du commerce américain, a prévenu, en fait, que les États-Unis n'allaient pas tolérer, si jamais il y avait les 50 % qui étaient appliqués au Canada, qu'ils n'allaient pas tolérer qu'il y ait des mesures de rétorsion de la part du Canada. Ça, c'est quand même assez... moi, c'est la déclaration pour moi la plus importante de la journée. C'est que là, littéralement, on menace le Canada de dire si on fait quelque chose contre vous, ne vous avisez pas de faire quelque chose contre nous. Donc, finalement, on est en train de faire des menaces. D'ailleurs, on accuse le Canada d'être le seul pays avec la Chine à prendre ce genre de mesures contre les États-Unis. Et d'ailleurs, aussi, les provinces se sont fait dire préparez-vous à remettre l'alcool américain. Est-ce que le gouvernement canadien est en train de lâcher le morceau d'une certaine façon? Je pense que là, les messages sont clairs, puis on verra comment est-ce qu'on se rend à la fin de la négo. Rappelons que la date limite est le 19 août. Donc, reste à savoir si la veille, peut-être que Donald Trump va dire on ne mettra pas les tarifs, peut-être qu'il va dire oui, effectivement, on va les appliquer. Bref, on aura la réponse le 19 août. Merci beaucoup, Victor. Bon week-end. Un homme reconnu coupable à tort d'un double meurtre dans les années 80 va recevoir une indemnité de plus de 20 millions de dollars. Claude Paquin a clamé son innocence pendant 43 ans et il a été acquitté qu'à l'âge de 81 ans. En 1983, M. Paquin avait été reconnu coupable des meurtres de Sylvie Réva et Ronald Bourgoin à Saint-Colomban. Il s'agit de la plus longue erreur judiciaire de l'histoire du Québec. Il y a eu une grave erreur. Mais en fait, c'est plus qu'une erreur. C'est vraiment une vie qui a été volée, c'est ce qu'on dit. Une vie qui a été volée à ce monsieur-là toutes ces années-là. Alors, c'est un message à envoyer. Puis tout ça pour quelqu'un qui a menti pour arriver à ses fins comme délateur. Luigi Mangione est accusé d'avoir tué le patron d'un des plus gros groupes américains d'assurance, a reconnu lui avoir tiré dessus. C'est devant une salle comble aujourd'hui à New York qu'il a confessé son crime. L'homme de 28 ans ainsi plaidé coupable de harcèlement envers Brian Thompson et de l'avoir traqué. Il faut noter que Luigi Mangione doit aussi répondre à des accusations d'homicide au niveau de l'État. Je rappelle que Brian Thompson a été tué devant un hôtel de New York. Ça se passait en 2024. Rien ne va plus cette semaine pour l'influenceur et propriétaire d'une bijouterie, Julien Duguay, surnommé Médusa. Voilà que Rolex prétend que Julien Duguay aurait vendu des montres de contrefaçon. L'entreprise suisse a déposé une poursuite à la Cour fédérale. Juliane Perrault nous donne les détails. J'espère que vous avez une belle journée. Hier, j'ai eu un petit crash down. J'ai fait le stream, puis là, j'ai vu tous les articles, le hate. Le monde m'envoyait des messages de me tuer. Propos misogynes, web-série controversée et Streamfest qui fait réagir. Le bijoutier Julien Duguay, alias Médusa, a fait scandale dans les dernières semaines. Alors qu'il est en pleine tempête médiatique, on apprend que Rolex a déposé une poursuite contre l'influenceur en avril dernier.
L'entreprise prétend que Medusa a vendu des montres de contrefaçon présentées comme d'authentiques Rolex, ce qui aurait fait perdre la valeur à la marque. Dans le langage universel de la réussite, là, Rolex veut dire réussite, mais c'est aussi évidemment une vulnérabilité parce que ça peut aussi devenir très utile pour quelqu'un qui veut afficher un statut de réussite instantanée, rapide ou même factice. Là. Dans un document de 82 pages, la Cour fédérale, dont Nouveau Info a obtenu copie, Rolex va plus loin. Elle dit les points de vente de Medusa ainsi que ses publications sur les réseaux sociaux et ses vidéos mettant en scène ses magasins présentent des vitrines, des gants, des miroirs, des plaques et des horloges, tous portant la marque Rolex. Medusa utilise ces éléments pour donner l'impression qu'elle est un vendeur officiel de produits Rolex, ce qui n'est pas le cas. Rolex prétend également que la publicité qu'a fait Julien Duguay sur ses médias sociaux porte à confusion le consommateur qui croit se procurer une vraie Rolex. Et dans une vidéo publiée sur les médias sociaux, Duguay a également réagi à la poursuite. Pire scénario, là, ce dossier-là va prendre peut-être 2-3 ans. Ça va probablement se régler à l'amiable. C'est pas la fin pour nous. C'est pas si grave que ça. Calmez-vous. On voulait juste adresser la situation. On peut également se demander pourquoi est-ce qu'une grande marque comme Rolex prend la décision de s'adresser ou de se tourner vers les tribunaux. Eh bien, dans le document de la poursuite, Rolex rappelle avoir été élu l'entreprise jouissant de la meilleure réputation au monde en 2022. Donc, il y a des pertes financières considérables pour une marque qui est contrefaite. Pas nécessairement, comme je vous dis, parce qu'ils perdraient des ventes, mais parce que l'image pourrait être dégradée. La plainte prétend également que Rolex et ses détaillants officiels auraient perdu de l'argent dans l'affaire. L'entreprise demande à Julien Duguay de lui verser 50 000 $ et de cesser cette activité de contrefaçon. Medusa va survivre, la business va très bien. Regardez, je suis revenu, je suis au Québec, j'ai pris plusieurs nuits de sommeil, j'étais à jeun, tout va bien. Donc, le bateau coule pas, là, guys. Finalement, l'équipe de Nouveau Info n'a pas été en mesure d'obtenir une entrevue de la part des avocats de Rolex. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Les chapeaux de cow-boy prendront d'assaut le parc Jean-Drapeau cette fin de semaine à Montréal pour la 5e édition du Festival Lasso. On vous en parle dans quelques instants. C'est le temps de sortir vos chapeaux de cow-boy pour la 5e édition du Festival Lasso à Montréal. Et la danse en ligne a d'ailleurs connu une recrudescence dans les dernières années. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a de nouvelles installations festivals qui vous permettront de pratiquer vos pas de danse. Marie Cassimard là-dessus. Un mouvement sur deux, c'est drôle. La danse en ligne a explosé depuis quelque temps au point où Lasso, le plus grand festival country de Montréal, a décidé de lui faire une place plus importante cette année. Et j'ai décidé de me prêter au jeu. Merci de nous accueillir dans cette classe de maître de la danse en ligne. On a l'impression que ça a longtemps été associé à un public peut-être un peu plus vieux. Est-ce que le visage de ceux qui font ou qui pratiquent de la danse en ligne a changé? On voit des jeunes à 4 ans jusqu'à 90 dans nos cours. Puis il n'y a pas juste la musique country maintenant dans la danse en ligne. On voit beaucoup de hip-hop aussi. Un peu à l'image de la musique country qui se diversifie un peu avec les années. On voit du pop, on voit du hip-hop s'intégrer. Donc, est-ce que ça change la façon dont vous dansez? Oui, on voit beaucoup plus des mouvements hip-hop. Okay. Aussi, les niveaux sont augmentés beaucoup dans les dernières années. Donc, qu'est-ce qui était considéré comme un intermédiaire quand moi j'ai commencé, c'est maintenant considéré comme un novice. Toi, tu baignes dans la musique country depuis plus de 20 ans. C'est une réelle passion qui t'habite. Comment est-ce que tu as vu l'émergence de la musique country évoluer au fil des ans? Le country, pour moi, il est très, très, très présent depuis super longtemps au Québec, mais principalement en région. Là, j'ai l'impression que ça se transfère un peu en ville, ça se transfère aussi vers les plus jeunes, un public plus jeune. Fait que pour moi, ça, c'est super. Je veux dire, c'est plus que ce que j'aurais pu imaginer, parce que moi, quand j'ai commencé à faire du country, c'était pas particulièrement à la mode. Outre la musique country, évidemment, c'est tout ce qu'il y a autour, qui fleurit, notamment la danse en ligne. Ça, c'est quelque chose qui te parle beaucoup, c'est quelque chose que... J'adore. Oui, j'adore ça. Je suis pas une grande pro, là, tu sais, j'en connais quelques-unes. OK, quand même, t'es plus avancée que moi. Je trouve que c'est tellement une belle activité. Puis ça aussi, ça rejoint plein de générations. On va faire bump à droite, bump à gauche, puis bump à droite, puis là, on dépose notre pas sur le pied droit. Shake, on recule. Oh, super! Hey, ça a bien été! Pas super, hein?
Bien, Théo, on vient de suivre un cours de danse en ligne. Je te dirais un beau 7 sur 10. Parle-moi de cette présence demain au Festival Lasso. Ben j'aime ça faire le monde danser. J'aime ça quand c'est genre vraiment une haute énergie. J'aime beaucoup le country, mais aussi j'aime beaucoup le rock and roll. Alors j'aime mélanger les deux ensemble. Loser head un peu. OK, une danse en ligne avec des cheveux qui bougent. Un peu, ouais. Bien, la danse en ligne, ça fait depuis le début du festival, on a réalisé que c'était un point très important pour la communauté country, puis que c'est vraiment comme un point de rassemblement et les gens adorent ça. Il va y avoir 2 pick-up qui vont faire office de stage. À Montréal, Mère-Cassimard, pour Nouveau Info. La tempête tropicale Lala fonce vers l'archipel d'Hawaï. Elle pourrait toucher terre en tant qu'ouragan en fin de semaine. Un événement qui survient dans une saison des ouragans, cette année marquée par le phénomène El Niño. Alex Verville nous explique. La saison des ouragans est plutôt calme cette année, mais on entre dans la période la plus active très bientôt et les bassins sont déjà réveillés. Voici la situation actuelle. Tous les yeux sont rivés vers le Pacifique où on a 2 perturbations sous surveillance, mais aussi 2 tempêtes tropicales. Lala et Hernan sont nées dernièrement. Lala a le potentiel de devenir ouragan et de frapper Hawaï dans les prochaines heures. C'est la tempête qu'on surveille le plus. Elle pourrait déverser plus de 300 mm de pluie sur l'archipel. Hernan, elle, devrait s'éteindre assez rapidement. Dans l'Atlantique, c'est une autre réalité. C'est beaucoup plus calme. Par contre, cette semaine, la 3e tempête nommée Cristobal s'est formée, mais elle a aussitôt perdu en intensité. Maintenant, on a 2 perturbations dans l'Atlantique qui sont loin de se développer en ouragan. Et cet écart d'activité entre les 2 bassins, mais c'est dû au fameux épisode El Niño. Surtout que cette année, El Niño est l'un des plus puissants jamais vécus, donc c'est pas surprenant que la saison des ouragans soit ainsi. On est dans une situation El Niño quand les eaux du Pacifique au niveau de l'équateur deviennent anormalement élevées et viennent modifier la circulation atmosphérique partout sur la planète. Et ça, ça a une influence sur la formation des ouragans. Dans le Pacifique, l'eau est plus chaude, premier ingrédient pour nourrir les ouragans. On a aussi un plus faible cisaillement de vent, qui est une condition importante pour favoriser leur développement. À l'opposé, dans l'Atlantique, nos eaux sont moins chaudes, donc on a moins de carburant et El Niño vient aussi augmenter le cisaillement des vents. Le problème, c'est que pour qu'un ouragan s'intensifie, sa colonne doit rester droite. Mais avec le cisaillement, les vents en altitude changent de direction de manière marquée et ça vient déformer la colonne et freiner le développement d'une tempête tropicale vers un ouragan. C'est pour ça que cet été, on entend très peu parler de systèmes tropicaux dans l'Atlantique, alors qu'on est déjà à 9 tempêtes nommées dans le Pacifique. 9 tempêtes dans le Pacifique en date du 14 août, là, on est en avance dans la saison. Normalement, on passe ce cap-là vers la fin du mois et 15, c'est le nombre de tempêtes nommées qui se forment dans le Pacifique dans une saison typique. Dans l'Atlantique aussi, surprenant que ça puisse paraître, on n'est pas encore si en retard que ça. La 3e tempête nommée naît normalement autour du 3 août. On l'a eu cette semaine, donc un léger retard de ce côté-là. Il faut savoir que le pic d'activité pour les 2 bassins, c'est de la fin août à la fin septembre, donc ça s'en vient. Et ce sont donc ces semaines-là qui vont être déterminantes pour la saison actuelle. C'est pas parce que les eaux sont moins chaudes dans l'Atlantique qu'elles sont pas assez chaudes pour former un ouragan. Les conditions pourraient être réunies. Il faut donc pas crier victoire tout de suite. La saison des ouragans 2026 n'a pas dit son dernier mot. Et l'éruption du volcan Etna en Italie a forcé l'annulation d'au moins 1000 vols à l'aéroport de Catane. Résultat, il y a des dizaines de milliers de touristes qui sont coincés en Sicile. En fait, tous les vols sont annulés depuis lundi. C'est une situation sans précédent depuis 2022. D'ailleurs, la situation devrait se prolonger en fin de semaine. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Sabrina. On commence avec une suggestion cinéma. C'est un film qui raconte l'histoire du général français Charles de Gaulle qui sort en salle. La bataille de Gaulle est film qui va se dérouler sur 2 parties. Donc la première qui est présentement à l'affiche qui s'intitule Résistance et la deuxième qui va sortir en septembre. Ça s'intitule Liberté, film d'Antonin Baudry. Et ça met en vedette Simon Abkarian dans le rôle de Charles de Gaulle. On est en France, on est en juin 1940 et donc le général Charles de Gaulle qui va se rendre seul à Londres alors que le maréchal Pétain qui s'apprête à signer l'armistice. Et là, le général Charles de Gaulle qui va tenter de tout faire pour sauver la France, qui va tenter aussi de rallier les troupes, de convaincre de jeunes hommes de se battre pour la France. Voici un extrait de la bande-annonce. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort.
Autre chose? C'est le film parfait pour les amateurs de la Deuxième Guerre mondiale. Quand même un gros budget pour ce film-là, 75 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 120 millions de dollars canadiens. On a tourné dans 3 pays différents, 190 décors, donc c'est présentement à l'affiche. Toujours au cinéma, mais cette fois-ci pour les enfants, c'est une nouvelle aventure pour la fameuse Pat' Patrouille. En famille, ça va être populaire, Ben celui-là, oui. en fin de semaine. C'est parfait comme idée de sortie. Donc, la Pat' Patrouille qui vous présente la mission Dino. Donc, sont partis sur leur navire et en pleine tempête, ils ont dérivé sur cette île préhistorique, cette île secrète. Vous voyez les images, il y a plein de dinosaures. Et là, il y aura un volcan en éruption et la Pat' Patrouille qui va tenter de tout faire pour sauver l'île. Voici un extrait. On a une île à sauver. Qui est avec nous? Qu'est-ce que c'était? C'est mon ventre. C'était conçu et animé à Montréal. Puis, en passant, les fans des Backstreet Boys, vous allez être servis avec ce film-là parce que c'est eux qui signent la bande originale avec Bottle Up, cette chanson qui a été composée avec le chanteur Ed Sheeran. Ça, je ne peux pas croire. Toutes les mamans qui sont nées dans les années 90. Capoté. Je m'inclus, là, mais je suis pas maman, mais je m'inclus. Je vais triper, je pense. Je vais peut-être aller voir Pat' Patrouille. Ça va devenir une fan de la Pat' Patrouille, toi aussi. Et sinon, à Montréal, il y a un festival oriental qui débarque au Vieux-Port. Ça s'intitule Orientalis et on vous plonge dans la culture orientale. On va autant en Chine qu'en Inde, qu'au Japon, qu'au Maroc. On voyage avec ce festival-là. Ça passe par les spectacles de musique, spectacles de danse. Il y a différents ateliers. Je regardais la programmation, entre autres, atelier de calligraphie arabe, atelier de percussion marocaine. Il y a des dégustations aussi. Donc, c'est toute la fin de semaine. Donc, on voyage puis ça coûte pas cher. Ça fait pas cher du billet d'avion. C'est ici, à Montréal. Ça se passe dans le Vieux-Port. C'est génial. Merci encore. Le nouveau joueur du CF Montréal a été accueilli en véritable vedette aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Montréal. Alexis Sanchez a été invité à signer le livre d'or de la métropole. La signature s'est déroulée notamment en compagnie de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada. Cet événement a permis de souligner l'arrivée du joueur chilien, donc Alexis, dans l'équipe, mais aussi de reconnaître son parcours dans le monde du sport. Il y aura du bruit dans les rues de l'Acadie au Nouveau-Brunswick demain parce que c'est la fête nationale des Acadiens. Et le traditionnel tintamarre va s'activer dans plusieurs villes. Il y aura donc de nombreuses festivités, notamment à Caraquette et à Tracadie-Shaila. Et le groupe Sale Barbe va animer la foule. C'est en 1881 que s'est tenue la première fête nationale des Acadiens. On en profite pour vous souhaiter une excellente journée à tous les Acadiens, bien sûr, qui nous écoutent aujourd'hui. Alors voilà, là-dessus, passez une agréable soirée et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci.